Bonsoir peuple d'Afrique et merci de nous recevoir dans le cadre de votre émission Ouro Africa, protégeons l'Afrique. Nous allons ce soir discuter d'une question très importante pour les Africains, la problématique des frontières en Afrique. Et nous sommes allés chercher parmi la fine fleur de l'intelligentsia africaine, camerounaise précisément. Vous les connaissez, vous connaissez un de ces deux visages. Un autre s'est illustré dans les réseaux sociaux. C'est un professeur titulaire des universités, mais il s'est surtout fait remarquer par une plume plus que châtiée. Il a donc attiré notre attention. C'est un maître dans l'art de l'histoire. Et à côté de lui ou en face de lui, il aura un autre maître, un savant dans les sciences africaines. Il est plus connu comme sociopolitique, mais davantage, il a fait des sciences africaines avancées. Nous allons discuter avec eux. C'est du choc de leurs idées que nous allons découvrir ce qui pourrait être la ligne directrice de la pensée africaine. Ce soir donc, votre humble serviteur sera sur la posture de modérateur, alors qu'il aura comme invité, d'une part, le professeur Edouard Bokanye, à qui je dis bonsoir. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous retourne les remerciements. Vous êtes chef du département d'histoire. Notamment, vous aimez appeler le laboratoire d'histoire. C'est ce que j'ai pu lire sur votre carte de visite. Le département d'histoire a un laboratoire. Oui. C'est une partie de ses attributions. D'accord. Merci d'être parmi nous. Vous êtes à l'aise dans la question que nous allons évoquer ce soir? Pour autant qu'elle concerne la connaissance historique. Pour les petits échanges que nous avons eus avec vous, il ressort de là que votre point de vue est un peu opposé ou diamétralement opposé à votre vis-à-vis d'en face. Nous disons bonsoir au professeur recteur de l'université, vice-recteur de l'université de Yaoundé 1, le professeur Mathias Eric Ounangine. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur. Merci de vous retrouver. Bonsoir aux téléspectateurs. Merci de nous faire l'amitié d'être parmi nous ce soir. Je vous en prie. Nous allons discuter ce soir avec les Africains de la question des frontières en Afrique. J'espère que cela ne vous gêne pas d'en parler avec les Africains. Ça ne me gêne en aucune manière. Alors, merci peuple africain de nous accueillir. Votre émission qui se tient tous les lundis de 21h à 22h30 est rediffusée les mercredis à 14h. Nous sommes sur Réoline au canal 27 et sur le canal SAT au 307. Nous allons prendre un petit jingle et revenir sur le plateau. Si vous en avez convenance en guise de mise en bouche, la date du 10 avril nous rappelle quelque chose. Au Cameroun, c'était la naissance de l'UPC. Aujourd'hui, ça fait 75 ans exactement que l'UPC a vu le jour. La question que je m'en vais vous poser à tous les deux, chacun selon sa sensibilité, est-ce que, professeur Mathias Eric Ounangini, vous avez l'impression que les légataires de l'UPC ont gardé la dignité des pères fondateurs? Je pense que l'UPC a tant bien que mal survécu en traversant une histoire tumultueuse, marquée à la fois par des conflits internes et par ce que de l'intérieur de l'UPC on appelle la répression. L'UPC a survécu, mais elle a gardé des stigmates de cette période génétique qui a été marquée par d'importants conflits à partir de la fin des années 1950. Et c'est pour cela que l'UPC nous apparaît toujours fragmenté. Mais en tant que courant d'idées, ce que certains appellent, je pense ici au professeur Samuel Mbongo, appelle l'UPCisme, est un élément structurant de la conscience nationale camerounaise. Merci. Professeur Bokanye, vous pensez que l'UPC, telle que nous la vivons aujourd'hui, elle est digne de l'UPC telle qu'elle a été pensée par les pères fondateurs? Si on interrogeait n'importe quel Camerounais, il dirait d'emblée non. L'UPC telle qu'elle apparaît aujourd'hui est ce que nous appelons le cortège des récupérateurs. L'UPC du départ était une UPC nationaliste. C'était une UPC combattante.
c'était une UPC qui détenait une vision de l'État. Et le professeur Mathias Onang l'a dit à juste titre, c'était une UPC détentrice d'un UPCisme. Aujourd'hui, ce qu'il en subsiste, ce sont les charognards qui se Le mot n'est pas fort. Je réitère le mot. Les charognards qui se repaissent du charnier. Mais quand nous savons que les charognards sont des consommateurs de viande morte, qu'est-ce qui est décédé, qu'est-ce qui est mort? L'UPC vit-elle? C'est aux UPCistes de le dire. Bon, ben nous sommes peut-être tous un peu UPCistes dans l'âme. L'UPC du départ était un nationalisme. Sommes-nous tous des nationalistes? Là encore, la question se pose. D'accord. Merci beaucoup. Ce n'était pas le sujet principal. C'est une fleur que nous faisons à l'UPC qui fête ses 75 ans. C'est quand même un âge assez mûr. C'est un âge, on peut même dire, vieux. Maintenant, les soubresauts que ce parti a connus sont aussi le fait du vieillissement, on peut le penser ainsi. L'idée, à l'origine, peut se diluer avec le temps. Aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé à nos téléspectateurs, nous allons discuter de la question des frontières. L'idée est de nous dire si dans l'Afrique précoloniale, les territoires et les espaces étaient mobiles, ou alors c'est une invention de la colonisation. Est-ce que les territoires africains dans l'Afrique précoloniale étaient des territoires de circulation? Est-ce que l'Afrique connaissait les barrières? C'est principalement la question charnière qui va conduire nos échanges ce soir. Nous allons avoir une petite vidéo qui va nous montrer la situation que vivent les Africains aujourd'hui. Les Africains, semble-t-il, souffrent de la double pénalité de ne pas pouvoir se rendre en Occident, notamment avec les barrières de la Méditerranée, mais également de ne pas pouvoir circuler en Afrique. Alors, professeur Bokanye, je vais d'abord me tourner vers l'historien que vous êtes. À quoi ressemblait l'Afrique précoloniale du point de vue des territoires et des espaces? À quoi renvoyaient les nationalités? L'Afrique précoloniale était surtout, dans l'époque avant l'invasion des Européens, une Afrique des tribus, des ethnies, des clans. Mais c'était une Afrique des ethnies en cours de structuration, qui s'agglomérait et qui était capable de fédération. Parce que cette Afrique-là a pu construire des États, nations, et parfois même des empires. C'est-à-dire, la notion de frontière dans cette Afrique a toujours existé. Parce que ce soit l'empire du Ghana, du Mali, du Songhai, du Kanem, du Borno, des Mboum, du Congo, du Mouene-Moutapa et d'ailleurs, ces empires-là étaient bien délimités par les frontières qui étaient clairement établies. Mais ils étaient surtout le résultat d'un processus de structuration achevé et de négociation. À quoi renvoyaient les frontières? Elles contraignaient ou elles contenaient? Les deux. Elles contraignaient et elles contenaient. C'est-à-dire, cette idéalisation de l'Afrique qui se comprenait toute seule avant l'arrivée des Européens n'est pas réelle. L'Afrique d'avant l'arrivée des Européens était une Afrique qui se construisait parfois par inadéquation, par conflit et par rivalité. Et les Européens n'ont été qu'un ensemble de rivalités et de conflits supplémentaires qui se sont greffés à l'évolution historique de l'Afrique ancestrale. Mais que dire de l'invention des grands empires caravaniers et notamment du développement du commerce à longue distance? Comment ça se passait si l'Afrique ne circulait pas si librement que ça? Le commerce et les frontières sont des notions tout à fait différentes. Il n'existe pas des empires caravaniers, comme on peut dire. Les empires ont toujours été cloisonnés au sein des frontières. Et de ces frontières, ils naviguaient pour traiter avec d'autres, dont les frontières étaient tout aussi clairement définies. Alors, il y a toujours eu un circuit d'échange, à quelque niveau que ce soit, dans toute l'Afrique. Mais quels que soient les échanges que l'Afrique entretenait, il y a toujours eu la connaissance d'un certain régime frontalier qui existait entre toutes les entités qui échangeaient.
D'accord, merci. Professeur Onangini, vous pensez également que l'idée des frontières est une vieille idée en Afrique et que l'idée de la circulation est une idée postcoloniale? Non, l'idée de frontières est très vieille en Afrique. Elle existait déjà dans l'Antiquité égyptienne, où vous aviez des stèles qui délimitaient le territoire de Kemet, opposé à celui de Couche. Ça, c'est la fameuse stèle de Sortacène. Donc, l'idée de frontière est ancienne parce qu'elle est liée en fait à la structuration et à la restructuration des collectivités. Et simplement, ces collectivités ont des tailles et des structures différentes. Vous avez de petites collectivités qui évoluent dans un domaine qui n'a pas de frontières rigides, mais il y a bien un domaine que la collectivité essaie de défendre par rapport à des collectivités qui sont plus ou moins voisines. Ça, c'est les collectivités villageoises et puis les collectivités cantonales des groupes de villages. Puis vous avez, avec l'apparition de chefferies, des éléments de rigidité qui apparaissent entre les domaines de chefferie et qui font donc souvent l'objet d'incessants conflits. Et à côté des conflits aussi des échanges. C'est une partie des choses qui expliquent par exemple les mariages entre des chefferies, entre des noblesses appartenant à des chefferies différentes. Puis évidemment, avec la vieille émergence des États en Afrique, il y a plusieurs milliers d'années, au premier rang desquels Tasseti, 3700 avant Jésus-Christ, il y a bel et bien cristallisation des frontières. Donc il ne faut pas croire que la frontière apparaît en Afrique dans la rencontre avec l'Occident. Elle est largement plus vieille que cela. Et on peut même dire que les premières fois qu'il y a eu des frontières, c'était en Afrique parce que c'est là où l'humanité est née, c'est là où les différentes communautés d'humains construisaient les domaines. Et à partir de ce moment, il y avait des regroupements, l'émergence de notions d'espace privilégié et de territoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de circulation. Il y a circulation, mais la circulation n'empêche pas l'articulation d'espace. Ce n'est pas parce qu'on circule qu'on ne rentre pas dans des domaines qui sont appropriés par des communautés et ceux qui les composent. La nuance qu'il y a peut-être avec la rencontre que l'Afrique fera, ce n'est pas la première rencontre, la rencontre que l'Afrique fera avec ce qu'on appelle l'Occident, à partir du 15e, 16e siècle après Jésus-Christ, c'est que ça intervient dans un contexte particulier où l'Occident lui-même connaît donc un durcissement des délimitations, parce que l'Occident est dans un mouvement de concentration qui va faire émerger de la féodalité ce qu'on appelle des États absolutistes. Et ces États-là, ils se construisent souvent aussi par de violents conflits militaires, et ça fait donc qu'il y a des fortifications qui viennent donc durcir la notion de frontière. Et pour la période qu'on a évoquée, celle de la conférence de Berlin, c'est tout à fait compréhensible. Comme cela a été dit dans le reportage, la structuration s'est faite de l'extérieur, elle n'est pas née des dynamiques internes, elle s'est faite très loin. Les États qui étaient partie prenante de la conférence de Berlin se sont simplement chargés de s'entendre sur les procédures et les méthodes pour délimiter les différents territoires qu'ils allaient s'approprier. Peut-être qu'il faudrait que je clarifie pour l'intérêt de nos téléspectateurs. Oui. La rencontre entre l'Afrique et l'Occident ne date pas du 15e, 16e siècle. En réalité, elle est antérieure. Plus ancienne. Je dis celle-là. J'ai bien précisé qu'il y en avait plusieurs, que ce n'était pas la première fois. Oui. Bon, enfin, disons que l'Afrique rencontre l'Occident déjà dans l'Antiquité. Bien sûr. Parce que l'Afrique est une partie de l'Empire romain. Donc il y a déjà cette pénétration et ces délimitations. Avant même l'Empire romain, il y a déjà rencontre. Il y a déjà rencontre entre l'Afrique et les rencontres ce sont qu'on très lointaines. considère comme les formations ancestrales de l'Occident, c'est-à-dire la Grèce par exemple.
Alors, professeur Mathias, moi je voudrais insister sur la nature des frontières qui existaient avant la colonisation. Vous avez évoqué la notion de rigidité. Oui. Est-ce qu'elles avaient la rigidité que nous affectons aujourd'hui aux frontières? Non, Comment les populations se comportaient? Pas nécessairement, mais encore. Ça veut dire que quand vous aviez des structures étatiques impériales, comme le professeur Bokani l'a indiqué, et en fonction du milieu dans lequel ces structures-là se trouvaient, on pouvait avoir une certaine rigidité. La rigidité étant plus forte dans les aires forestières, parce qu'elles étaient un peu plus fermées naturellement que dans les aires désertiques ou semi-désertiques. Les limites étaient surveillées par des garnisons qui étaient là pour s'assurer que l'autorité de l'empereur, par exemple le Mani-Congo, s'exerçait sur tel ou tel endroit du Congo-Dian-Totila, c'est-à-dire la Fédération impériale Congo. Donc il y avait des éléments militaires qui surveillaient certains endroits. Et ces endroits-là avaient donc une certaine présence en termes de contrôle. Il y avait donc des éléments de rigidité. Mais au-delà de la pénétration des États, je voudrais qu'on s'apesantisse sur la circulation propre des individus. Est-ce qu'on partait d'un empire pour un autre aussi facilement qu'on peut l'imaginer, qu'on voudrait l'imaginer? Il faut se dire que l'organisation a toujours été d'une forte hétérogénéité, c'est-à-dire que la couverture de l'espace ne se faisait pas de la même manière. Il y avait des sociétés de type égalitaire, avec des modèles de, on peut appeler ça comme ça, de démocratie villageoise ou d'hétérarchie. Il y avait des sociétés à chefferie simple, il y avait des sociétés à chefferie un peu plus lourdes, puis il y avait des États. Donc, suivant l'endroit où on se trouvait, la circulation ne pouvait évidemment pas se dérouler de la même manière. Elle était assez contraignante quand on allait vers des États à partir des grandes chefferies qui constituaient déjà des royaumes. Ça devenait un peu rigide, ça veut dire qu'on pouvait se déplacer, mais on ne se déplaçait pas sans rencontrer des éléments qui représentaient les autorités de ces collectivités-là, que ce soit les royaumes ou les chefferies. Puis un peu plus tard, entre guillemets, un peu plus haut plutôt, des empires. Les téléspectateurs, vous pouvez échanger avec nous, échanger avec nous à partir des numéros qui vous seront affichés, soit en posant des questions aux panélistes qui sont là, soit en faisant des interventions. Alors, professeur Edouard Bokani, quelle est la différence entre le tracé occidental et l'ancien tracé de l'Afrique? C'est-à-dire que qu'est-ce que les nouvelles frontières tracées par l'Occident apportent comme nouveauté? La première chose, si vous regardez la carte des tracés occidentaux, c'est qu'ils sont systématiques à toute l'Afrique. Ils déterminent des territoires précis. La seconde chose, c'est que ces tracés sont englobants. Ça signifie que toute l'Afrique va se retrouver à l'intérieur des frontières précises et clairement délimitées. La troisième chose, c'est que ces tracés frontaliers sont compilatifs, c'est-à-dire les Africains sont appelés à y obéir et des moyens militaires externes aux dynamiques intérieures des Africains sont utilisés pour les y contraindre. Ce sont les éléments de différenciation. Ils ne sont pas si différents du passé. Tout à fait. Parce que dans le passé, il y avait toujours ces moyens militaires qui étaient utilisés, mais ces moyens respectaient tout de même les codes d'endogénéité que les Africains entretenaient entre eux. C'est-à-dire que même quand des empires se construisaient, des fédérations se traçaient, elles respectaient le vécu social, anthropologique, communautaire, collectif des communautés qui étaient concernées. À partir du moment où on a le tracé frontalier occidental, il ne respecte plus rien. C'est une volonté immanente qui s'impose sur les Africains et qui leur impose une façon de se comprendre. Ce n'est donc pas la frontière qui est un problème ici, c'est l'esprit qu'elle traduit qui devient le problème. Alors, au vu de ce que le professeur Bokani dit, professeur Mathias Eric Obonangi, ne pouvons-nous pas penser que le prix des frontières est exorbitant pour les Africains aujourd'hui? Oui, on peut le considérer, mais il faut aussi relativiser. En fait, le régime dont on parle, il s'est imposé au fur et à mesure que les puissances étatiques
et marchandes, puis ensuite les puissances congrégatives, les congrégations religieuses et les puissances commerciales de l'Occident commençaient à conquérir beaucoup de territoires dans le monde. Ils ont donc imposé cette logique-là, qui était une logique impériale et impérative. Donc c'est évidemment contraignant. En Afrique, ça a été particulièrement contraignant en raison des éléments qu'on a soulevés dans le débat, c'est-à-dire la forte diversité culturelle et la gestion de cette diversité. Parce que la gestion de la diversité culturelle en Afrique, même dans les empires, n'a jamais été intégralement autoritaire. Il y avait une gestion compréhensive des différents niveaux qui composaient une collectivité. Et cette collectivité-là se reconnaissait toujours un caractère composite. Alors que les collectivités politiques occidentales, surtout quand on a mis en place ce qu'on appelle des États territoriaux, ou États westphaliens, États-nations, ont développé une logique monolithique, donc une logique un peu plus dure. Et donc, quand vous prenez donc ce type d'orientation de l'esprit, qui est aussi un mode d'organisation, et que vous posez cela sur les sociétés africaines, évidemment, c'est assez brutal. Et ça a donc donné ce que vous appelez un prix très élevé. Mais en réalité, pour le dire simplement, il n'existe aucune partie du monde où les frontières s'imposeraient par elles-mêmes. Même lorsqu'il y a ce qu'on appelle des éléments de frontières naturelles, c'est toujours discutable. Alors, les États-nations tels que définis par l'Occident, ont-ils correspondu aux nations africaines? Ils ne pouvaient pas, parce que ces États-là ne sont pas nés des dynamismes internes, c'est comme on dit endodermiques, c'est-à-dire venant de tissus sociaux internes constitués par les différentes collectivités africaines. Ce sont des logiques qui se sont imposées de l'extérieur. Ce sont des logiques extraverties. Donc il y avait très peu de chances qu'elles puissent correspondre à la configuration communautaire des sociétés africaines. Mais ce n'est pas aussi, encore une fois, ce n'est pas seulement en Afrique que c'est valable. Ça peut exister partout. Et ce n'est même pas seulement l'Occident qui impose ça, c'est la logique même d'évolution de ces sociétés-là. On trouve aussi des configurations assez proches en Asie, surtout en Asie du centre et du sud. Professeur Bokani, ces frontières qui désormais ont divisé les anciennes nations, est-ce qu'il est possible d'envisager l'idée soit de les lever totalement ou alors de les réformer? Bon, avant de répondre à la question, je veux rebondir sur un concept que vous avez convoqué, le concept de l'État-nation. Le processus national est toujours un aboutissement. C'est un aboutissement d'un certain nombre de dynamiques qui ne sont pas nécessairement frontalières, qui ne sont même pas frontalières. Cette dynamique crée les frontières. Ce n'est pas les frontières qui les créent. C'est important de réaliser ça. Alors, chez les Occidentaux, l'État-nation s'est reproduit par la sociologie des peuples et le politique, la façon dont ils se sont organisés. Et fort de cette expérience, quand ils l'ont transposée en Afrique, ils ont cru naturellement, dans le contexte qui était le leur, que c'était la chose à faire. C'est-à-dire amener les Africains à ce processus-là, les enfermer dans un espace et les amener à refléter ce qu'ils sont. Maintenant, si nous revenons à l'idée que vous tentez de peindre de la construction de l'État, de la nation africaine, telle que vous l'imaginez, telle que vous l'entrevoyez, non. Les Africains ne pouvaient même pas voir ça comme ça. Ça ne pouvait même pas fonctionner comme ça dans l'environnement africain. Et qu'est-ce qui empêchait que ça fonctionne de la sorte? Les dynamiques sociologiques, le professeur Mathias Ounangini vient de l'évoquer tout à l'heure, les dynamiques sociologiques internes de l'Afrique. C'est-à-dire, au moment où l'Afrique commence à se construire, elle se construit sur la base des peuples qui tentent de se comprendre, qui tentent de se vivre, qui tentent de s'accepter, qui tentent de commercer, qui tentent de se connaître. Alors, à partir du moment où des processus d'autoconnaissance sont atteints, on délimite les espaces dans lesquels ils vont parvenir à être effectifs. C'est comme ça que les frontières se créent.
et on définit les normes de l'autorité qui va les régir. Et on peut retourner à ce qui est le plus ancien à l'Afrique, enfin le plus ancien connu, l'Égypte pharaonique. L'Égypte pharaonique se construit dans un processus de colonisation du bassin du Nil. Quand vous regardez le bassin du fleuve Nil, il part de l'Ouganda jusqu'au delta de la mer Méditerranée. Et c'est au niveau du territoire égyptien qu'on a tous les avantages matériels que ce fleuve produit. Il s'immerge avec le Nil blanc s'immerge avec le Nil bleu, l'un chargé de débris minéraux, l'autre chargé de débris végétaux. Il traverse les cataractes et il déverse le limon dans la grande vallée égyptienne. Donc très rapidement, les Égyptiens ont tenté de conquérir les espaces le long du fleuve. Et à partir de cette conquête d'espace le long du fleuve, il y a tout un processus qui a duré sur des millénaires de régulation ou de gestion de cet espace. Il y a eu d'abord les autorités qui sont exercées sur ce qu'ils ont appelé le SAP, singulier SAP, pluriel SAPIA. Donc des petits espaces qui correspondraient un peu à ce que nous appellerions des préfectures aujourd'hui. Alors les SAPIA se sont agglomérés pour former les NOM. Et qui seraient ce que nous appellerions les régions ou les provinces aujourd'hui. Et ensuite, les NOM ont formé, il y a eu 42 NOM dans la Basse-Égypte, 42 NOM dans la Haute-Égypte, et ensemble, ils ont formé donc ce que nous appelons l'Égypte prédynastique. Et c'est l'union de ces deux Égyptes prédynastiques qui engendre la grande Égypte qui va faire toute la culture, la quintessence de la culture africaine, de laquelle beaucoup d'Africains se reconnaissent aujourd'hui. Donc, le processus égyptien est très intéressant pour comprendre le mécanisme frontalier africain. Parce que c'est le premier processus endogène de conquête. Enfin, le premier processus endogène connu, bien maîtrisé de conquête des frontières africaines. Alors, nous convenons jusqu'à ce niveau du débat que les frontières ne sont pas purement une invention de l'Occident, qu'elles ont existé dans l'Afrique précoloniale, mais qu'elles étaient beaucoup plus souples, qu'elles tenaient compte de la sociologie des peuples. Mais à contrario, les frontières tracées par l'Occident n'ont pas toujours respecté cette sociologie. Il y a donc des fractures. Elles n'ont jamais respecté Est-ce cette qu'il sociologie. est possible d'imaginer une résorption de ces fractures dans une Afrique qui se veut une Afrique d'intégration? C'est quelque chose qui est très compliqué et c'est pour ça que dans la dynamique internationale africaine, il va émerger ce qu'on peut appeler le consensus d'Addis Abeba. En fait, à Addis Abeba, lors du sommet fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine, l'un des problèmes fondamentaux, c'était de définir un ordre international africain. Et pour rendre cet ordre international africain praticable, l'une des premières décisions qui a émergé, c'est que les différents États reconnaissent les frontières héritées de la colonisation. Et ça a pris donc la forme d'un principe juridique, uti possidetis iuris. Ça veut dire que les États reconnaissaient que ces frontières-là, héritées de la colonisation, étaient intangibles, qu'on ne pouvait pas les toucher. C'est une orientation. Oui. S'il vous plaît, ce faisant, est-ce que l'Afrique n'actait pas là quelque chose d'irrationnel pour Non, elle-même? pas du tout. C'est quelque chose de profondément rationnel. Parce que sinon, ça allait être la lutte permanente pour déterminer soit les limites, soit les frontières respectives des États. Puisque, en raison de l'entrelacement anthropologique, vous auriez toujours trouvé dans le pays voisin des communautés qui existent dans votre pays. C'est-à-dire qu'un pays comme le Cameroun serait allé attaquer le Congo, déjà que parce que dans l'histoire coloniale, il y a des parties du territoire du Congo qui lui appartenaient, il y a des parties du Gabon qui lui appartenaient, il y a des parties du Tchad qui lui appartenaient, il y a des parties du Nigeria qui lui appartenaient. Évidemment, l'entrelacement communautaire ferait qu'on va dire non, il y a les Baya en Centrafrique, dont en fait ce sont des Camerounais, il y a les Kako en Centrafrique, bon, il y a les Ndjem au Congo, il y a les Écoilles au Nigeria. Donc vous voyez que si
on ne faisait pas jouer ces mécanismes de régulation, ce serait la lutte permanente. Et la lutte permanente, on serait vraiment dans la guerre de tous contre tous. Donc, ce n'est pas parce que cet ordre-là s'est établi que ça empêche d'évoluer vers des dynamiques d'intégration. Mais les dynamiques d'intégration ne peuvent pas ignorer de manière absolue les frontières qui ont été héritées de la colonisation, parce que ces frontières ont des effets structurants. Ça veut dire, par exemple, la partie, le nord du Gabon, qui faisait partie du Cameroun, et qui est passé dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Gabon. Si vous partez là-bas, même s'il y a les communautés qui sont identiques à celles du Sud Cameroun, il y a aussi la conscience nationale gabonaise qui joue. Il y a donc un élément de différence entre ces populations Fan et Kan du Gabon et celles du Cameroun de Guinée équatoriale. Mais en même temps, ça n'empêche pas de manière absolue qu'il y ait des circuits d'intégration qui se construisent. Oui, nous allons... Moi, je vais nuancer quand même, parce qu'en réalité, il y a toujours eu ce conflit pour l'établissement de la norme frontalière dans l'Afrique post-coloniale. Parce que même si les Africains ont adopté l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Les conflits frontaliers, bien sûr. Oui, les conflits frontaliers n'ont jamais cessé. Oui, mais en même temps, ce qui fait que ces conflits-là n'atteignent pas une prolifération excessive. Non, c'est la prospective, professeur. Là, vous êtes dans la prospective. Je ne suis pas dans la prospective. Nous disons ce qui fait que ça n'empêche pas. Nous ne savons pas, en réalité. C'est-à-dire, la réalité, c'est que... C'est peut-être une hypothèse. Les conflits sont structurants d'un désir, d'une volonté d'atteindre quelque chose. Donc, en réalité, ces frontières héritées de la colonisation, les Africains témoignent par les actions qu'ils posent sociologiques qu'ils les refusent d'une certaine façon. Oui. Et qu'ils souhaiteraient une nouvelle norme de définition de ces frontières. Vous parlez de quels Africains, les peuples ou les dirigeants? Parce que l'Organisation de l'Unité africaine dont nous parlions ici nous a semblé plutôt se réduire à une organisation de dirigeants africains. Quand nous parlons de conflits frontaliers ou de conflits de définition des frontières, le Cameroun est un vibrant exemple. C'est plus souvent les peuples qui s'agitent que les dirigeants. Donc je serais enclin de penser que c'est les peuples qui remettent en question ces frontières plutôt que les dirigeants. D'accord, nous allons interchanger avec nos téléspectateurs, lire quelques messages. Monsieur Owonangini, le passé nous prouve que l'Afrique a été délimitée au vu des tracés de frontières. Pourquoi y a-t-il eu problème de frontières? Pourquoi y a-t-il eu problème sur la frontière entre le Cameroun et le Nigeria à Bakassi? On enregistre la question. Bonsoir, monsieur Niemek, félicitations à vous. Nous voulons voir souvent le professeur Owonangini, le monument sur le plateau. C'est un souhait que nous partageons avec vous. Nous partageons également le souhait de voir désormais le professeur Bokanye, qui n'était pas encore habitué des plateaux de télévision et qui, sur le coup, nous donne plutôt l'impression d'être un vieux de la vieille. Bonsoir, cher grand frère Blériot Niemek. Mes salutations distinguées à l'endroit des deux grands maîtres. Le professeur Bokanye, dont j'ai bénéficié des échanges en doctorat 1 à l'université de Yaoundé 1, à l'occasion des séminaires doctoraux, il y a 2 ans. Et à monsieur le vice-recteur de l'université de Yaoundé 1, professeur Mathias Eric Owonangini, avec qui nous avons eu le privilège de participer au colloque de l'UNS de l'université de Yaoundé 1, organisé par le département de philosophie. Kasna Serge Dadi, doctorant de didactique philosophie. Donc, c'est des reconnaissances. Bonsoir à vous tous. Compte tenu du calibre de votre chaîne de télévision Info TV qui est suivie partout au Cameroun et dans le monde, je pense que le Cameroun a beaucoup trop de problèmes pour que vous proposiez ce genre de thématique sur les frontières. Au Cameroun, le problème des frontières est mal géré au point où il en existe plusieurs. Les frontières des territoires, la frontière des tribus, la frontière des langues, la frontière des religions et même la frontière des bords politiques. Bonne soirée cordialement. Vous voyez, nous recevons tous les avis. Bonsoir à tous. Le concept de frontière n'est-il pas déjà gonflé de l'idée de l'identité en tant que l'identité me dit ce que je suis et ce que je ne suis pas? Quelle idée disait et définissait les frontières dans la pré-colonie? Qu'était l'idem, l'alter, l'ipsé à partir de la frontière? Père Gimbous depuis Nkolbison.
Bonsoir, l'Afrique comptait beaucoup d'États avant la partition occidentale. Voilà. Nous allons lire encore un... Bonsoir aux éminents professeurs, j'ai une préoccupation. Quelle relation peut-on établir entre la problématique des frontières et la mondialisation? Nous allons nous arrêter à ce nombre de messages pour ce premier jet. Bien évidemment, nous allons tenter d'élargir la question. Maintenant que l'Afrique reconnaît les frontières, que devient l'Afrique face à l'Europe? Est-ce que l'Europe considère l'Afrique comme une partie d'elle-même ou une simple greffe? Non. L'Europe, c'est que l'Afrique, du moins au niveau spatial, c'est une autre réalité. Mais les puissances européennes, que ce soit les États, que ce soit des puissances marchandes, ou même des puissances culturelles comme les puissances congrégatives, ont une géopolitique de projection en Afrique, où il s'agit de faire de l'Afrique, pour le dire de manière simple, une possession de l'Europe. Et ce schéma-là, il s'actualise de différentes manières. Il s'est d'abord actualisé dans ce partage qui était essentiellement un partage entre États européens, même si d'autres États occidentaux comme les États-Unis ont participé à cette conférence de Berlin. C'est toujours cette logique de possession, si vous voulez, qui revient dans des montages comme les accords, qui ne sont pas spécifiques à l'Afrique, les accords Union européenne, pays ACP. Là, c'est, disons, une logique qui vient en fait de la logique coloniale, où il s'agit toujours de déployer des instruments de puissance à l'avantage de l'Europe, ici, en direction de l'Afrique. Donc, c'est dans cette perspective que les choses fonctionnent. Il s'agit donc maintenant pour les Africains de développer des démarches qui soient en mesure de contrecarrer les ambitions que tel ou tel groupe de puissance manifeste et exerce sur l'Afrique, en trouvant donc des formes d'organisation qui vont soit réduire cette emprise, soit carrément la détruire. Et ce n'est pas impossible, ce n'est pas parce qu'il y a des États qui sont nés sur la base des frontières hériter de la colonisation que ce soit purement impossible. En fait, ça dépend des stratégies qui seront mises en œuvre par les États et les sociétés africaines pour rechercher ces nouvelles configurations d'autonomie. Alors, professeur Bokani, qu'est-ce qui, à votre avis, explique le raidissement des frontières européennes à la porte de la Méditerranée, aux portes de la Méditerranée? Ce raidissement... Cette question fait suite, ou elle se situe dans le prolongement de la question précédente. Oui. Dans la question précédente, vous essayez de comprendre qu'est-ce que les Européens veulent faire de l'Afrique telle qu'elle est. Plutôt que de regarder ça en termes d'Europe face à l'Afrique, regardez plutôt cela en termes de survie à un niveau macroscopique de toutes les humanités. Depuis que les humanités existent, elles essayent de survivre. Et elles définissent des modules de survie en termes de groupes. Et ces groupes, parfois, trouvent des intégrations de plus en plus poussées. Alors les Européens ne sont que l'aboutissement d'une de telles intégrations qui voudraient survivre. Et quand elles survivent, c'est la loi de la nature qui nous enseigne, elles phagocytent les autres. Est-ce que c'est ce que les Africains ont fait lorsqu'ils avaient le dessus? Est-ce qu'ils ont tenté il a existé en Afrique une certaine phagocytose. Elle n'a peut-être Comment elle s'est manifestée? Elle n'a peut-être pas revêtu l'aspect aussi brut et aussi direct de celui des Européens à partir du paradigme civilisationnel que les Africains avaient à cette période. Parce que pour que vous chassiez, il faut que vous ayez un instinct particulier qui vous y conduise. Et tous les prédateurs ne chassent que par rapport à leur hôte. Les carnassiers chassent d'une certaine façon, mais vous avez les prédateurs végétaux qui chassent d'une autre, et ainsi de suite. Donc on a cette différence. Les Africains ont phagocyté les autres, mais pas de la même manière. Bon, alors les Européens se sont trouvés, et ça rejoint la question d'un de vos internautes, ils se sont retrouvés face à ce que nous appellerions, qu'il a appelé l'ipséité, la différence. L'Europe a vécu pendant tout son Moyen-Âge dans une espèce d'enfermement.
Et quand elle en sort, elle ne connaît plus ou ne comprend plus les autres. Elle les découvre de l'extérieur. Elle s'en fait une idée. Au cours de la colonisation, elle n'a pas eu le temps de comprendre que la colonisation est postérieure. Le Moyen Âge commence en 410 et il finit pratiquement en 1500. La colonisation, elle commence en 1800. Donc il y a plusieurs siècles. Donc pendant tout ce Moyen-Âge, l'Europe est enfermée sur elle-même, elle se débat, elle lutte avec ses guerres, ses maladies, ses épidémies, son climat et tout ça, et sa famine. Elle ne sait pas qui sont les autres. Elle cherche à survivre. Quand elle réussit à trouver des mécanismes de survie, ce n'est qu'en vampirisant ce que les autres seront. Bon, elle les vampirise, découvre un nouveau territoire. Et quand elle découvre ce territoire, la colonisation n'est qu'un modèle d'exploitation parmi d'autres qu'elle a essayé. Ce n'est pas le seul. La traite négrière en était un. Bon, une fois que cela est fini, on a donc la transposition de ce que les Africains ont fait à leur époque et de ce que eux, les Européens, ont fait à leur époque. C'est deux schémas différents, totalement différents. Bon, mais il faut quand même réaliser que une fois qu'on a cette logique de la différence de ce que l'autre est, le besoin qu'on a de vampiriser parce qu'on veut survivre, on définit donc une schématisation de comment on va opérer, qui était celle des Européens à leur époque, différente de celle des Africains dans leur contexte. Mais nous avons ici une lutte. Parce que une des craintes que j'ai quand nous abordons ce débat, c'est cette crainte de penser que les Africains sont vierges, qu'à leur époque, il n'y a jamais eu d'agression interne. Le mal ne viendrait entièrement que de l'Occident et de l'autre. C'est-à-dire, si on le remet à l'échelle globale des humanités, c'est-à-dire, elles ont été implacables, les unes à l'égard des autres, sur tous les continents et sur toutes les latitudes. Alors, professeur Mathias Owonangini, l'Afrique, c'est quand même l'un des continents les plus massifs de la Terre. Pourquoi la Méditerranée devrait se transformer en cimetière pour les Africains? D'abord, il faudrait un peu revenir sur ce que le professeur Bokani vient de dire. Si nous sommes d'accord qu'il y a des différences civilisationnelles fondamentales, on peut comprendre qu'en fait, les expansionnismes africains ont été généralement moins brutaux. Même l'empire le plus puissant de l'histoire de l'Afrique, qui est Kemet, l'Égypte ancienne, n'a pratiquement jamais eu une attitude agressive. Il s'est retrouvé dans une situation paradoxale où il a mis sa frontière défensive jusqu'au cœur de l'Asie pour se défendre, pas dans une logique de conquête. Et là, est-ce que vous n'intellectualisez pas? Non, je n'intellectualise pas. Parce que Kemet est parti à un moment donné de la Nubie jusqu'aux abords de la Turquie, avec l'Empire hittite, sur le pharaon Djehuti-Messou III. Ça veut dire qu'au niveau territorial, c'était vraiment vaste. Mais on n'a pas poussé plus loin parce que la logique n'était pas une logique de conquête. C'était une logique de défense. Ça veut dire que si l'Égypte a été obligée de repousser sa frontière, c'était pour se préserver contre les attaques récurrentes qu'il y avait d'autres royaumes, d'autres empires et d'autres communautés. Parce qu'à plusieurs reprises, l'Égypte a été victime de beaucoup d'attaques, pas seulement par des États, même par des communautés, les fameux peuples de la mer et autres, qui n'étaient pas très sophistiqués en termes d'organisation. Maintenant, pour revenir au débat actuel, c'est simplement que le mental et l'imaginaire de nombre d'Africains ont été confisqués. Ça veut dire que dans leur esprit, ils s'imaginent qu'ils ne peuvent pas trouver des solutions à leurs problèmes de vie dans leurs espaces de référence, c'est-à-dire leurs pays qui sont en Afrique, et ils pensent que l'Eldorado se trouve soit en Europe, soit aux Amériques. Malheureusement, évidemment, la pression qu'ils font de plus en plus peser sur les pays de la ceinture occidentale, que ce soit les pays européens, est telle que ceux-ci ont constitué une muraille
une muraille de protection, et dans cette muraille de protection, ils ont incorporé les pays d'Afrique du Nord à qui ils sous-traitent une partie du travail de contrôle et de police, et c'est souvent très violent et très répressif. C'est pour cela que, justement, pour gérer ce type de problème, les Africains doivent, parce que l'histoire n'est pas terminée, il n'y a pas de fin de l'histoire, comme a dit Fukuyama, inventer de nouvelles formules qui vont faire émerger à nouveau la prospérité et le rayonnement en Afrique, de telle manière qu'on n'ait plus cette déperdition, parce que c'est de l'énergie qui se perd, des Africains qui quittent l'Afrique parce qu'ils pensent qu'ils vont trouver le bonheur ailleurs. Professeur, mais vous ne pensez pas que je reviens à vous, mais ne pensez-vous pas que cette situation est consécutive au fait que l'Afrique ne s'ouvre pas à elle-même? C'est-à-dire que déjà, les Africains ont cette pénalité de ne pas pouvoir circuler dans d'autres... Les Africains circulent, on ne peut pas non plus dire que l'Afrique soit complètement fermée à elle-même. Pas complètement, mais les Africains nous pouvons voir avec le cas de la Tunisie. Et en réalité, les Africains circulent. En fait, il y a une espèce de démarcation entre l'Afrique du Nord et l'Afrique dite subsaharienne. Mais en Afrique subsaharienne, les bassins de circulation sont bel et bien là. Et en réalité, nous migrons plus vers ces pays-là que vers les pays qui sont hors du continent. Parce qu'évidemment, ça reflète notre écologie culturelle et civilisationnelle. C'est-à-dire qu'un Camerounais qui va vivre au Nigeria ou au Gabon ou en RDC et vice-versa, ce sont des paysages culturels et civilisationnels qui sont parle pas suffisamment. Oui, donc l'effort maintenant, c'est donc de développer des dynamiques d'échange qui rendent cela intéressant, en modulant donc le logiciel étatique dont nous avons hérité de l'Occident, qui est très rigide justement sur les problèmes de contrôle aux frontières. Bon, ils l'ont assoupli pour des raisons capitalistiques chez eux, mais vous remarquerez qu'autant on a assoupli, autant aussi on est très répressif vis-à-vis des flux migratoires qui viennent de certaines régions du monde. Oui, professeur Bokani, vous vouliez... Non, ce que je voudrais dire, c'est que, là je rebondis déjà sur l'intervention précédente. Est-ce qu'il y avait... Vous avez interpellé le professeur Anemana, ce n'était pas une réponse idéologique de penser que les Égyptiens se prémunissaient, se défendaient. Parce que, en réalité, il est clair que sous le Nouvel Empire, à partir de la 18e dynastie, l'Égypte apparaît très agressive. Bon, elle a vécu un certain nombre de périodes. Mais parce que cela n'est pas consécutif. Seulement sous la 17e dynastie, sa souveraineté avait été complètement confisquée. Oui, elle a dû la reconquérir. Bon, les périodes, l'Égypte a connu beaucoup, c'était la deuxième période intermédiaire qu'elle avait connue. Donc, on peut penser que si elle était agressive, c'est parce que. On peut, mais c'est une interprétation. Oui. La réalité des faits... C'est aussi une interprétation qui a ses limites. Non, la réalité des faits, c'est que l'Égypte était agressive. Elle était devenue agressive. Parce qu'elle n'était pas à l'origine. Nous discutons des phénomènes qui ont lieu pendant des siècles. Oui. Bon, alors quand un État est agressif, se répand au-delà de ses frontières, conquiert, bon, on peut interpréter qu'il fixe ses limites protectrices en l'absence de documents clairement expressifs disant son intention de le faire comme ça. C'est des interprétations que nous avons. Bon, ce qui est certain, et là je serais d'accord avec le professeur Mathias Soran-Guini, l'Égypte n'était pas colonisatrice. Est-ce qu'elle n'a pas pratiqué l'esclavage à un certain niveau et à un certain moment? Non, la structure d'esclavage n'existe pas. D'ailleurs, c'est un canular qui revient. Parce que la Bible... Non. C'est un vrai canular. Je voudrais que vous précisiez, pas pour moi, pour les... Pour l'intérêt de ceux qui nous suivent. Oui. Il faudrait qu'ils sachent que les textes de la Bible sont écrits dans des langues. Oui. Et qu'il serait important de connaître la sémiotique des mots qui sont employés. Parce que même à l'intérieur de la Bible, le mot qu'ils utilisent, c'est le mot servitude. Ils n'utilisent pas, alors que la Bible, par ailleurs, utilise le mot esclavage. Oui. Le peuple hébreu, par exemple, pratiquait l'esclavage. Oui. C'est clairement dit. Oui. Mais des Égyptiens utilisent le mot servitude, asservissement. C'est-à-dire amener des gens à faire un ensemble de travaux pour lesquels ils ne sont pas préparés ou pour qu'ils n'accepteraient pas.
d'entrée de jeu. Bon, on a... Mais sans faire correspondre cela à un statut juridique. Oui, un statut juridique et surtout d'esclave. un statut juridique dur. Oui. Parce qu'en réalité, le régime de servitude qu'il y avait en Égypte, il y avait des éléments... Mais il y avait des classes quand même en Égypte. Bien sûr qu'il y avait des Absolument, classes. comme dans toute société. Mais il y avait des Il n'y a classes, pas il y a de une société hiérarchie qui dans n'ait pas toute de société, classe. quelles qu'elles soient. Il y a Est-ce que ces société classes égalitaire. n'allaient pas jusqu'aux classes des esclaves? Non, l'esclavage n'existe pas dans l'Égypte. C'était comment pas traitait-on de les l'esclavage. Par exemple, si vous voulez le comparer à ce qui s'est passé avec les traites arabes. Non, et le mot atlantiques esclave, en Afrique. c'est-à-dire la structure de l'esclavage, telle qu'elle est définie par toutes les normes, n'existe pas en Non, Égypte c'était pas de pharaonique. l'esclavage. Elle n'existe pas. Bon, il existait en Égypte pharaonique, ce que nous parce qu'à l'intérieur de l'Égypte, toute l'Égypte appartenait au roi. Donc, plus ou moins, le roi affectait tout le monde à des tâches. Et dans le cas de la Bible que vous évoquez, nous sommes ici là dans la construction des villes-silos. On affectait des populations qui avant avaient été privilégiées à des travaux communautaires, en même temps que tous les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Et ces populations, de leur perspective, ne l'acceptaient pas. Donc c'est un peu ce qui s'est vécu. Et ça explique pourquoi, quand ils sortent de l'Égypte, ils peuvent se lamenter de la satiété, de l'abondance dont ils jouissaient. Parce qu'ils n'étaient pas traités. Et les droits surtout et privilèges qu'ils avaient. Ils avaient des privilèges à cette période-là. D'accord. Nous allons encore interchanger avec nos téléspectateurs, si vous le permettez. L'histoire de la création met en exergue des rivalités incessantes entre les créatures. Les Africains devraient se pénétrer de cette logique pour cesser de se victimiser. Face à l'Occident, il a été victimé. Bonsoir à vous, mes chers professeurs. C'est un plaisir de vous voir. C'est un plaisir pour moi de m'adresser à vous. Voici ma question. Est-ce la polémique sur les sujets de frontières qui est la cause de nos différents problèmes, chômage? Bon, chacun a son problème. Et nous avons tout à fait la liberté d'échanger sur une problématique comme celle-ci. D'autres espaces parlent des autres questions. Ce programme est un programme panafricain et il n'est pas adressé uniquement au peuple camerounais. Donc sur ce programme, nous ne venons pas ici voir s'il y a le chômage au Cameroun. Nous nous adressons aux frères du Gabon, aux frères du Tchad, de toute l'Afrique en général. Très bel échange sur le plateau. Je crois que la thématique sur le problème en Afrique est très importante, vu que le problème... mais il ne faut pas faire des... cela nous amène à mieux comprendre les litiges au Cameroun. Voilà, il faut éviter les abréviations. Nous n'avons pas le même code d'abréviation. Bonsoir, M. Niemek. Félicitations à vous. Nous voulons voir souvent le prophète. Bon, voilà, ça avait été dit déjà. Voilà. Nous prenons encore quelques messages. Bonsoir à toi, très cher aîné, et tes illustres invités. Par rapport à la problématique de l'émission, moi je dirais qu'il est très difficile pour nous les Africains de parler de frontières africaines parce que cela a été fait sans eux. Bon, la question a été clarifiée par les professeurs qui sont sur le plateau. Bonsoir à tous. Une question pour le politologue Mathias Eric Owonangini. L'Égypte n'a-t-elle pas colonisé la Méditerranée? Vous répondez et nous continuons. L'Égypte n'a-t-elle pas colonisé la Méditerranée? Non. Au sens strict, non. Non. D'ailleurs, s'il y avait des formes de colonisation, entre guillemets, de la Méditerranée, ça venait plutôt des cousins des Égyptiens, c'est-à-dire les Cananéens. Ce sont les Cananéens qui ont plus implanté des villes en Méditerranée, surtout dans la Méditerranée européenne, que les Égyptiens proprement dit. Alors, nous sommes d'accord que l'Égypte ancienne était noire. Vous faites jouer le beau rôle à l'Égypte, qui n'a jamais eu de volonté expansionniste, qui n'a pas esclavagisé les autres, qui n'a même pas colonisé. Mais qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui... Elle n'est pas la seule, hein. Il y a d'autres sociétés qui, en gros, ont eu ce mode de fonctionnement. Donc, il ne faut pas croire que l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire exclusive des conquérants agressifs qui veulent écraser tout le monde. Mais nous avons l'impression aujourd'hui que nous sommes dans une période d'hystérisation des identités, des nationalismes, une sorte de droitisation du monde. C'est très récent, oui. Cette attitude, oui. C'est très récent. Dans le passé, si on remonte au passé égyptien,
les pôles de prospérité étaient rares et exceptionnels. Au fur et à mesure que les entités politiques grandissantes se créaient, elles ambitionnaient de conquérir les espaces qui étaient les plus prospères. Et l'Égypte s'est définie dans l'Antiquité comme l'objectif à atteindre par tous. Parce que ce soit les Assyriens, que ce soit les Babyloniens, que ce soit les Perses, que ce soit les Grecs, que ce soit les Romains, c'était tous. C'est-à-dire, on dirait que l'Égypte représentait un terminus. Elle attirait tous les appétits. Vers lequel, oui. Et inversement, là, je rejoins le professeur Mathias Ounan-Guiné, inversement, l'Égypte s'est retrouvée dans une forme de position défensive dans laquelle elle tentait de les garder à distance. Peut-être que vous le rejoignez sur le plan de l'idéologie, là, maintenant. Non, la fibre africaine. Ce sont des faits historiques. Non, ce sont des faits historiques. C'est-à-dire, tous les conflits qui se sont menés, que ce soit vers l'Égypte ou de l'Égypte vers l'extérieur, obéissent à une dynamique de pull and push. Donc, c'est assez clair. Mais est-ce à dire que la nature n'est pas juste? Le plus juste ne l'emporte pas sur le méchant, professeur? C'est une manière de voir. Disons simplement qu'il y a des cycles historiques. Et dans les cycles historiques, les logiques qui structurent les relations entre les peuples, les communautés, les nations, les États peuvent varier. Il y a des équilibres plus ou moins apaisés. Il y a des périodes où il y a de grands conflits. Il y a des périodes où il y a des puissances dominatrices qui veulent tout écraser. Il y a des périodes où il y a des puissances dominatrices mais qui veulent plutôt réguler le monde et l'éclairer. Donc ça dépend de la période dans laquelle on se trouve. Ce n'est pas une histoire simple de bien et de mal. Mais ce qu'il faut dire, et là on revient à la régulation civilisationnelle, il y a un élément qui a manqué à l'Égypte pour qu'elle devienne structurellement agressive. C'est-à-dire c'est sa conception de l'univers. Et avec la notion fondamentale qui est la notion de maths, qui vaut aussi bien pour le monde matériel que pour le monde immatériel, le monde social en particulier. Cette notion-là, qui était au cœur de la régulation égyptienne, a domestiqué les pulsions de violence qui pouvaient effectivement exister. Et ça a fait donc que quand l'Égypte s'est justement retrouvée en conflit avec des formations étatiques, et même des formations communautaires, parce que ce n'étaient pas toujours des États, les peuples de la mer, si vous voulez, c'était des espèces de sauvages comme les Vandales qui ont assiégé et attaqué Rome au final. Je ne dirais pas ça. Bon, je dirais entre guillemets, je dis pour simplifier. Pour simplifier. Bon, encore que ces peuples ils étaient évidemment très hétérogènes. Donc, l'Égypte a eu du mal face à ces attaques-là. Elle a eu du mal parce qu'elle n'avait pas une psychologie typiquement agressive et surtout une psychologie portée vers l'offensive. Parce qu'elle aurait parfaitement pu être impérialiste au sens actuel du terme. Mais vous concevez l'histoire comme une course de relais. C'est-à-dire que les peuples se passent le témoin l'un par l'autre. Pour simplifier, on peut dire que c'est ça. Pour simplifier. C'est-à-dire que dans l'histoire, il y a des cycles. On peut donc imaginer comme le dit Jean-Baptiste Durosel, tout empire périra. Oui. Monsieur Nimek, il faudrait peut-être que nous revenions, c'est-à-dire, bon, déjà une petite précision. Oui. Les Kaftorim, ce qu'on appelle les peuples de la mer, comme les Hébreux les ont appelés, en réalité, ce sont les Grecs. Oui. La péninsule ionienne a été occupée par des vagues de peuplement. La toute première vague de peuplement, c'est les Mycéniens. Les Mycéniens s'installent, ils fondent leur civilisation et ils sont chassés par les Doriens. Il faut bien préciser qui sont ces Mycéniens-là, parce que justement, avec la notion suivante de Doriens, on a déjà affaire à deux types de Grèce. Il y a la Grèce pélagique, avant, et puis la Grèce dorienne, qui ne sont pas les mêmes Grèces, même du point de vue... Non, il reste que les peuples mycéniens et les peuples doriens sont très différents, et qu'un premier fond repousse un autre. Mm-hmm. Alors, les Mycéniens qui sont repoussés de la péninsule ionienne vont donc descendre vers le bas. Ils vont descendre vers le bas. Et c'est eux que les Égyptiens et les Hébreux et tous les autres qui sont là connaissent comme les peuples de la mer. Donc, ce sont des Grecs. Et ces Grecs ont construit un certain nombre de cités-États sur le modèle grec.
dans cet endroit-là. Vous avez entendu parler de Goliath, par exemple. à fait. Goliath était un grec. Vous voyez. Donc, c'est un peu... On dit les Philistins. Oui, les Philistins étaient des Grecs. Tout à fait, tout à fait. C'était des hoplites, comme on les appelait. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut signaler, c'est que ces peuples-là, si vous voulez, si on doit utiliser les expressions un peu simplistes actuelles, n'étaient pas des Blancs. Ouais. C'était pas des Blancs. C'était quelle race? C'était des peuples noirs et métis, c'est-à-dire de métis. Attendez, j'ai du mal à accepter ça. Non, C'est-à-dire, j'ai du mal à accepter qu'on dise que les Grecs ne sont pas des Blancs. Les Cariens n'étaient pas des Blancs. Les Lélèges n'étaient pas des Blancs. Non. Ils étaient apparentés aux Cananéens. Ils étaient apparentés aux Cananéens, et notamment au bloc des Cananéens qui appartenaient à Tyr. Ce n'étaient pas des Grecs au sens actuel du terme. Non, Il y a une professeur, je coupure. ne vais pas être On d'accord. peut ne pas être d'accord, mais C'est même ce qui fait la beauté de Je ne vais pas être d'accord la avec ça. Grèce pélagique est anthropologiquement différente de la Grèce dorienne. Ce ne sont pas les mêmes peuples qu'il y avait là-bas. La Grèce dorienne, c'est déjà une autre civilisation. Vous y voyez juste une homonymie. Non. Pardon? Vous y voyez juste Non, ça veut dire que Non. c'est comme si vous Non, veniez, professeur, non. Permettez qu'il achève, je reviens à vous. C'est comme si vous veniez en Égypte maintenant, bon, ce qui se fait même d'ailleurs souvent, et dire que les Égyptiens que vous avez aujourd'hui étaient là de tout temps, ce qui n'est pas la vérité. C'est la même chose qui s'est passée en Grèce. Non, ce n'est même pas la même chose, professeur. C'est la même chose qui s'est passée en Grèce. D'accord, précisez Non. votre point de vue sur la question. D'abord, la première chose qu'il faut savoir de la colonisation de la péninsule ionienne, en général, c'est le peuple grec. C'est-à-dire, c'est un fait documenté de l'histoire. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça, professeur. La Grèce pélagique et la Grèce dorienne ne sont pas la même Grèce. Vous ne m'avez pas laissé dire quoi que ce soit. Ce n'est pas la même Grèce. Permettez- Ça part de là, vous ne pouvez pas seulement dire que ce sont déjà que je dise quelque chose. Permettez qu'il dise. de ce qu'il Il faudrait dit. que je dise. De ce Il faut qu'il que vous dit, de ce qu'il dit, il exclut totalement la Grèce pélagique, Oui, mais qui est la première Grèce, celle qui précède des milliers d'années la Grèce dorienne. comme il ne me revient pas de faire le jugement, vous permettez qu'il déploie l'argumentaire Non. et puis vous revenez. Oui. Alors, Ce que nous disons. déjà vous admettez cette antériorité? Non, ce que nous disons à vos Téléspectateurs. téléspectateurs, pour des besoins de simplification, nous allons Bien pas entrer sûr, dans un le débat biologique. débat ne va pas être très technique. Oui. Vous voyez que je fais des... C'est-à-dire, Parfois, la les- vérité est technique. les- Oui, malheureusement. les couches- Et il s'en plaint même. Il se plaint de la qualité de cette émission Oui. aujourd'hui qui est non, les un couches, peu trop académique, mais non, c'est toujours... ce qu'ils ont comme problème de connaître. Nous discutons des peuples. Oui. Les peuples africains d'un côté, les peuples européens de l'autre, ainsi de suite. Bon, donc, pour eux et pour leur intérêt, ce qui leur est intéressant de savoir, c'est quels sont les peuples en jeu dans la situation. Donc, nous allons schématiser de la façon la plus simple. Oui. C'est-à-dire, il est communément admis que la Grèce, en général, est la civilisation hellène, européenne, occidentale, leucoderne. Non. Il est communément C'est la admis. deuxième Grèce qui est cela, pas la première. Professeur, nous allons permettre... C'est la deuxième. au professeur Je ne peux pas Bokaï de- laisser dire ça. C'est-à-dire, Il va dire quand même si- et vous reviendrez. si le professeur Mathias Ounangini veut nous parler d'une Grèce nègre, Oui. il fait appel à un concept d'une technicité telle Mais qu'elle ne les travaux relève, historiques sont telle qu'elle là. ne relève Ça. même pas de ce débat. Moi, je serais Les content travaux que nous historiques sont ayons là, un colloque les travaux sur la historiques question. sont là. Mais pour l'instant, chacun de vos téléspectateurs, dans ses lectures, dans ce qui a été vulgarisé, dans ce que moi je sais comme historien, j'en parle avec autorité, Oui, mais dans ce que je sais, ce que je sais, les c'est que travaux de la Martin Grèce Bernal, par est exemple. le coderne. Non, monsieur. Elle est le coderne, elle Non. est Hélène. Non. Et c'est La deuxième Grèce qui est le concept. coderme, pas la première. C'est-à-dire, C'est la deuxième Grèce qui est le coderme. Alors, ne nous enlisons pas autour de la race. bon, Évoluons quand même. Bon. On laisse en suspens cette question qui est un peu trop technique. Ne nous enlisons pas. ok. Donc, ces Occidentaux qui colonisent
Parce que quand les Grecs colonisent la péninsule ionienne, nous avons une situation assez paradoxale. Du côté occidental, nous avons des Blancs. Du côté austral, nous avons des Noirs. Et du côté oriental, nous avons ce qu'on va appeler par convention des Asiatiques. Métissés ou jaunes, ce qu'on voudra. Tout à fait. Métissé et jaune. Oui. Différents types de jaune. Oui. Nous allons, c'est-à-dire, on est dans un carrefour Oui. de civilisation. Oui. C'est comme ça que ça se présente. Et ce carrefour de civilisation pose en lui-même très fortement le problème des frontières. Oui. Parce que tout le drame de l'humanité va se jouer dans ce carrefour-là. Et l'Égypte pharaonique se trouve la puissance dominatrice de cet endroit. Elle a la possibilité de réguler. Elle est un peu ce que les États-Unis sont aujourd'hui. Oui, pour cette période-là. Mais elle n'est pas impérialiste. Inversement, les puissances asiatiques le sont. Oui. Alors, petit à petit, il y aura ce phénomène d'avancer vers elle et contre elle. C'est ce phénomène d'avancer vers elle et contre elle qui commence à créer ce phénomène de citadelle assiégée qu'elle va subir pendant longtemps. Et ça va l'amener dans ce moyen empire, de ce nouvel empire agressif où elle tentera de se protéger, en vain d'ailleurs. Oui. Parce qu'en réalité, les forces Bon, alors ces forces-là ont créé ce qu'on appelle un système de rencontres déformantes entre l'extérieur qui venait vers elle et elle qui les subissait. Elle, l'Afrique, l'Égypte étant la pointe la plus avancée de l'Afrique, vers le septentrion. Alors, ces rencontres déformantes, après avoir s'être imposées sur l'Égypte, ce n'était plus qu'une question de temps pour qu'elles aillent plus au sud. Elles sont allées plus au sud et ont commencé à imposer au sud un ensemble de logiques qui étaient des logiques rationnelles d'une part, mais qui étaient aussi forcément des logiques frontalières. Elles ont d'abord été freinées, professeur. Il faut parler du freinage des Romains par les Candaces, c'est-à-dire Petroni, qui est bloqué par la Candace Borgne. Parce que sinon... Elle s'appelait Amanitéré. Amanitéré. Donc elle serait descendue plus au sud. C'est parce qu'ils ont perdu contre les Couchites que ça a été repoussé de quelques siècles. Alors, je me permets de vous poser la question à vous d'abord, professeur Bokani, avant de revenir au professeur Onangini. Pourquoi l'Égypte n'a pas anticipé sur le caractère violent de l'Occident qui était en train de vouloir l'envahir? Est-ce que l'intelligence égyptienne... Le professeur Mathias Onangini vous a répondu. Non, au-delà de sa sociologie, au-delà de ses idées fondées sur la Mahat et autres, est-ce que l'intelligence de la situation n'obligeait pas les Égyptiens à réformer leur vision du monde? On est ce qu'on est. On ne peut pas être autre chose. C'est-à-dire que vous estimez qu'il y a un certain déterminisme qui vous empêche à devenir conquérant si vous êtes attaqué ou si vous sentez que vous le serez? Vous savez, les Africains ont subi l'assaut de l'Occident. Ils sont devenus chrétiens, musulmans ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, ils sont les plus forts adversaires de leurs propres coutumes, de leurs propres traditions. On trouve des enfants qui rejettent leurs parents, leurs grands-parents, leurs ancêtres en Afrique. C'est-à-dire, les Africains sont capables de ça. On est ce qu'on est. On ne peut pas être autre chose. Mais est-ce un bon présage, professeur Mathias Onangini? Présage par rapport à l'avenir du monde? Non. De toute façon, il y a des corrections de trajectoire. Voilà. Et il y a des redressements. Malgré les contraintes et les suggestions que l'Afrique subit encore, l'Afrique est en train de se réorganiser, de se reconstruire. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'histoire n'est pas finie. Cela n'est-il pas idéal? Ce n'est pas idéal. Vous le voyez dans la pratique. Ce n'est pas idéal.
Vous savez, les mouvements historiques sont longs et parfois insensibles. Ça veut dire qu'il faut les... Ils sont toujours insensibles. Voilà. Même ils sont toujours insensibles. Ça veut dire que ces transformations-là, à un certain moment, elles ne sont pas facilement détectables, mais elles sont en train de se mettre en place. Et l'élément de correction, c'est quoi? C'est que l'Afrique va revenir sur l'image négative qu'on lui a imposée et qu'elle a fini par s'imposer elle-même. Elle va déconstruire cette image parce que ce sera donc le moyen de se redresser et de se relever. Mais malheureusement, pour l'instant, elle a un problème, qui est un problème de conceptualité. C'est-à-dire qu'on a mis dans sa tête que la seule conceptualité possible et légitime ne pouvait venir que de l'extérieur. Ça veut dire qu'on a mis dans sa tête qu'elle n'était pas en mesure d'inventer des systèmes de référence et qu'il s'agissait simplement pour elle de recopier les systèmes de référence qui viennent d'ailleurs. Et pour avancer dans la décolonisation, il faudra enlever cela de nos cerveaux. Non pas pour refuser que s'exercent des influences étrangères, mais pour avoir le contrôle sur la manière dont ces influences étrangères peuvent s'exercer chez nous. Ça veut dire que nous devons conserver une souveraineté de pensée et une souveraineté d'action. Voilà. Professeur Bokayi, nous allons évoluer peu à peu vers la fin de ce programme. Qu'est-ce que vous pensez que les Africains devraient mettre comme priorité s'ils veulent rétablir le nom et la dignité du continent? Un des problèmes que les Africains ont, c'est de ne pas savoir qui ils sont. C'est ça. Et dans cette ignorance de qui ils sont, il y a 2 ou 3 méconnaissances fondamentales. Oui. La première méconnaissance, les Africains ne connaissent pas leur histoire. C'est ça. Mais c'est votre tâche prioritairement de leur enseigner leur histoire. Que nous enseignions l'histoire n'implique pas qu'ils la sachent. Mais faites-le déjà. J'espère que vous le faites déjà. Je suis sur ce plateau. Bon. Voilà. Vous m'avez repéré précisément parce que je fais mon métier. Non, moi, le professeur Mathias Orangini, les nombreux chercheurs qui ont publié et qui ont travaillé, font leur travail. Mais le problème des Africains, c'est que le besoin de l'histoire qui pousse à la connaître, les Africains ne l'ont pas. Ils n'ont pas le besoin. Est-ce une fatalité? Non, disons, c'est un constat d'abord. Ouais. Ils ne l'ont pas. C'est la première chose qui leur manque. La seconde chose qui leur manque, c'est ils ne connaissent pas leur sociologie. L'anthropologie globale. C'est-à-dire, ils ne sont pas capables de réaliser que l'occidental qui les a dominés dans le passé, qui les domine dans le présent, le fait par les moyens des artefacts magiques qui émanent de son milieu. Et que eux, pour se réaliser, dépendent d'une magie qui leur est endogène et qui ne peut émaner que de leur milieu. Et ça nous amène à la troisième méconnaissance qu'ils ont. Quel est leur milieu? Ils n'ont pas de milieu. C'est-à-dire, quand vous regardez, ça revient à votre sujet, à votre thématique des frontières, comment les Africains occupent-ils l'espace? C'est-à-dire, comment ils se forgent leur idée du milieu? Vous comprenez? Oui. C'est là que se situe le fait pour l'Africain de ne pas savoir qui il est. Vous savez, le développement d'un peuple est semblable à des racines d'un arbre qui s'enfoncent dans un sol. Ces racines ne sont aussi vivaces et aussi fortes que si l'arbre est intégré au sol qui lui correspond. Donc vous allez voir que plus un peuple est intégré dans son vécu sociologique, plus développé il est. Je vous donne seulement, comparer les Sawa et les Bamileke. Oui. Comparez-les, vous aurez une vision assez simple, simpliste de la chose. Ce n'est pas dire que les Sawa n'ont pas de culture, mais est-ce que
l'essence qu'ils font maintenant comme effort de se resocialiser avec le monde, leur rituel, leur tradition. Voyons plutôt ce qu'ils ont fait pendant longtemps pour s'en distancer. Parce que c'est ça qui rend compte de comment ils ont erré pour se retrouver là. Or, pendant le temps qu'ils s'en distançaient, les autres s'enracinaient. C'est-à-dire, les Bamileke, par exemple, font une chose qui pourrait vous paraître barbative. Ils ont dans leur maison ou dans des cases à côté des endroits où ils gardent des crânes. Oui. Vous ne feriez pas ça, vous. Mais on vous expliquera, c'est là même le creuset de la prospérité de ce peuple. Dans quelque chose qui ne fait pas de sens. Donc, nos valeurs, notre richesse, notre grandeur est enfouie dans des choses qui nous paraissent négligeables dans leur façon de se comprendre. Et vous savez, si vous avez un gisement d'or derrière votre maison, en réalité, il faudrait que vous soyez assez fin pour savoir faire la différence entre l'or et la pierre ou le sable qu'il y a là-dedans. C'est la problématique que vous avez. Nous allons faire une dernière lecture de messages et revenir pour un dernier tour de table. Info TV, c'est du nectar. Les intellectuels nous éduquent. Ils ne passent pas le temps à nos conseillers en politique. Les frontières maintenant doivent être retirées progressivement avec une conscientisation dans la tête africaine. La frontière en Afrique doit devenir juste imaginaire et non plus physique. Voilà. Ça, c'est intéressant. Voilà. Comme concept. Voilà. Bonsoir aux panélistes merci aux panélistes pour leur brillante intervention. Peut-on parler de la problématique des frontières en Afrique sans passer en revue la multidimensionnalité des frontières du cyberespace africain? Monsieur Niemek, les Égyptiens n'étaient pas noirs. Il s'agissait Il s'agissait d'un peuple homogène, répartis sur des milliers de kilomètres. Certains étaient foncés, d'autres plus clairs, mais une majorité, selon les études les plus sérieuses, était de type berbère, libyen, palestinien. C'est du pur et ce type de couleur, en tout cas. Voilà. C'est complètement faux ce qu'il raconte. C'est détaillé par rien. C'est complètement faux. Parce qu'en fait, il y a toujours cet enjeu et ça tient donc à l'importance de l'histoire et de la mémoire. Et justement, l'un des grands problèmes de l'Afrique, au-delà même du désintérêt pour les sciences et les savoirs, c'est le désintérêt marqué pour les sciences historiques, culturelles, les sciences sociales. Or, ces sciences sociales ne sont pas comme ils croient, comme on croit dans le commun, simplement des sciences méditatives ou spéculatives. Elles sont aussi des ingénieries pour soigner différents malaises. Parce que l'Afrique est victime d'un ensemble de malaises qui sont donc liés aux différentes opérations de déracinement dont elle a été victime. Ce n'est pas surprenant que les peuples qui soient les plus enracinés dans leur tradition soient aussi ceux qui peuvent maîtriser les évolutions, les transformations qu'on appelle le développement. C'est parce que pour les maîtriser, il faut avoir un système de perception autonome et propre qui n'empêche pas d'être à l'écoute de ce que les autres systèmes de perception et de représentation du monde font, mais qu'il reconfigure à chaque fois pour le mettre dans son propre répertoire. Et donc, pour que l'Afrique résolve ce problème-là, il lui faut un grand espace. Et c'est cela que les intellectuels visionnaires de la diaspora africaine, c'est-à-dire nos frères des Amériques et des Caraïbes, c'est pour cela qu'ils ont été contraints, compte tenu de leurs propres conditions anthropologiques, d'inventer le panafricanisme. C'est-à-dire un idéal qui insiste sur les convergences culturelles et civilisationnelles qui existent entre les différents peuples africains, au-delà de leurs différences. Parce que dans tout univers, dans toute sphère civilisationnelle, il y a des différences. Le français n'est pas l'italien, le français même du nord n'est pas le français du midi, l'italien du sud, le sicilien, n'est pas le lombard, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a toujours des différenciations, même à l'intérieur d'un pays.
Et je ne parle donc pas de différenciation entre pays. Les pays africains sont différenciés, mais ils ont des éléments fondamentaux de civilisation sur lesquels nous devons travailler. Nous devons les réveiller, nous devons les revaloriser. Cela ne signifie pas que nous allons rejeter l'ensemble de ce que le rapport colonial nous a imposé, mais nous allons le réinterpréter en fonction de notre propre intelligence et de notre propre entendement, c'est-à-dire pour mettre ces choses à notre profit. Cela n'est-il pas finalement utopique? Ce n'est pas utopique. C'est même l'ordre des choses. L'un des éléments les plus géniaux de Cheikh Anta Diop, quand il envisage la Renaissance africaine en 1948, c'est de dire, si nous voulons résoudre les problèmes de l'Afrique, nous devons faire comme l'Occident médiéval, qui, voulant se réinventer, va donc construire le mouvement de la Renaissance. Et qui va donc essayer d'identifier ses souches fondatrices et va donc faire de la Grèce et de Rome ses sources d'inspiration. Et Diop dit à ce moment, nous aussi, nous devons retrouver nos sources d'inspiration. Et pour lui, Kouch, disons le Soudan, et Kemet, l'Égypte, sont des sources d'inspiration qui peuvent permettre de réveiller et de restaurer le génie africain. Sans une marque civilisationnelle, on ne va nulle part. C'est évident. Ça dit que si on est dans la logique des perroquets, qui consiste à répéter ce que les autres vont faire, on ne peut pas s'en sortir. Il faut une marque civilisationnelle qui nous permette de filtrer les éléments qui nous viennent de l'extérieur, de penser et de sélectionner dans les éléments intérieurs ce qui nous peut être pertinent aujourd'hui pour une remontée en puissance. Voilà, la dernière question que donc c'est le panafricanisme en un mot. Il n'y a pas une autre voie. La dernière question que je pose aux universitaires que vous êtes. Cette tâche incombe prioritairement à quelle classe? Aux universitaires, aux politiques, ou alors c'est bien la tâche de l'université de proposer et de suggérer les voies aux politiques? Ça incombe à tout le monde. C'est une responsabilité collective, fut-elle déclinée avec une charge de plus ou moins importante selon les acteurs. L'université a sa part à faire dans ce travail. Professeur Mathias Eric Onangui, vous pensez que l'université camerounaise a conscience de ce que vous venez de soulever comme retour à l'identité africaine? Mais si elle n'en a pas confiance, il faut lui permettre d'avoir conscience de cela. Sinon, on sera toujours dans le ronronnement. Alors, Aimé Césaire disait il y a deux manières de se perdre. L'une par ségrégation murée dans le particulier, l'autre par dilution totale dans l'universel. Est-ce que l'Africain, dilué totalement dans l'universel, ne court pas le risque de l'autre excès, un écueil qui guette les Africains, de se refermer totalement? Ce que vous ne semblez pas voir, et que tout le monde voit, c'est que les Africains sont africains. Les Africains sont noirs. Ils occupent un espace. Et cet espace, depuis la nuit des temps, fait l'objet de toutes sortes de convoitises. Ça, tout le monde peut le voir. C'est d'une clarté irréfutable. Ça veut dire que, au-delà de tout ce que les gens peuvent penser, il y a quelque chose en l'Afrique, en l'Africain, que ce monde convoite. Les seuls qui n'en ont pas encore pris conscience, ce sont les Africains eux-mêmes. Maintenant, votre question, c'est quel est le processus par lequel les Africains pourraient, en prendre conscience, et deux, s'approprier de ce mouvement d'enrichissement qui semble bénéficier à tout le monde. Vous nous interrogez, nous, les universitaires. En tant qu'universitaires, c'est-à-dire les maîtres. Ce que nous disons, nous, les universitaires, c'est que nous nous efforçons de faire notre rôle. Mais maintenant, il faudrait que nous nous définissions. Nous, qui sommes-nous? Les universitaires, sont-ils ceux qui appartiennent à la corporation? Sont-ils ceux qui ont le diplôme? Sont-ils ceux qui... C'est une autre problématique, mais limitant noir bon, à la définition classique. Ce que nous disons, c'est que ceux de l'université, ceux de l'intelligentsia qui se sentent investis de cette mission ne se dérobent pas. C'est ça. Ils avancent, ils prêchent par tous les médiums qui leur sont offerts.
Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous existons dans les réseaux sociaux. C'est pour ça que nous publions. C'est pour ça que nous écrivons avec les moyens qui nous sont donnés. C'est pour ça que nous subissons toutes les injures qui nous sont adressées de tous les quartiers. Et nous ne nous décourageons pas parce que nous avons conscience que telle est notre mission. Et nous la continuerons jusqu'au bout. Rapidement, un dernier mot. Non, il n'y a pas, pour le dire de manière simple, il n'y a pas une autre voie pour l'Afrique. L'Afrique doit se reconstituer en tant que grand espace. Le grand espace africain n'enlèvera rien à aucun Africain. Donc, sortons des nombrilismes